Salut tout le monde, bienvenue au premier podcast au Gré du Pot, l'artisanat du cannabis au Québec. Aujourd'hui, je reçois Dominique Laflamme de chez Exca. Dans le fond, Exca, c'est une compagnie qui est à Mirabel. Dominique, tu me corrigeras, là, mais sur le site, c'était le directeur vente et marketing pour Exca. Dans le fond, on peut lire que tu fais ton MBA en ce moment à l'Université du Québec en Outaouais. Puis pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec Exca, là, je peux vous donner un peu un historique, là, la feuille de parcours de leurs produits avec la SQDC. Dans le fond, le 17 août 2021, on a eu leur premières huiles et atomisateurs. Ensuite, leur hache est sortie le 10 mai 2022. Puis il y a eu aussi des fleurs séchées qui sont sorties le 27 septembre 2022. On peut voir que dernièrement, en mars, il y a eu de l'huile encore, du hash, puis des atomisateurs oraux. Fait que vous allez voir, là, je pense que Dominique et moi, on n'a pas de problème, on a pas mal de jasettes. Fait qu'on va discuter de divers sujets. Ça se peut qu'on s'éparpille. Je pense que c'est un peu comment que la podcast va fonctionner. C'est une discussion qui peut être assez large, mais on va essayer de couvrir plusieurs sujets. Donc, merci Dominique de te joindre à nous aujourd'hui. Merci Alexandre, merci pour la belle introduction. Puis, comme toi, là, je suis un résident de l'Outaouais depuis plusieurs années. Donc, ça fait plaisir d'être invité au Gré du Pot. Oui, merci. Puis, dans le fond, si on commence là, un peu avec l'histoire d'Exca, puis je vais te dire ma compréhension de la chose, si tu me corriges si j'ai tort. Est-ce que, dans le fond, vous êtes spécialisé un petit peu plus dans l'extraction au début, si je me trompe pas, right? Que ce soit les huiles atomisateurs, est-ce que c'est ça? Absolument. Donc, Exca, notre fondateur et notre président, Dr. Maxime Paris, qui a un PhD en génétique moléculaire de la plante. Donc, la vision de Maxime, qui travaillait à l'époque dans plusieurs types d'agriculture, comme les céréales, le maïs, la patate. Puis, dans ce type d'agriculture-là, on sait que la culture se fait via la recherche, le phénotypage, le développement de variétés qui sont les plus performantes, qui ont les meilleurs rendements, qui ont aussi les meilleures résistances aux maladies. Puis, Maxime travaillait à l'époque en finance pour le groupe CIBC, où il évaluait là, des entreprises justement du secteur pharmaceutique puis agroalimentaire. Puis, il a réalisé qu'au niveau du cannabis, étant donné que c'est une plante naturellement qui était presque toute fin interdite de culture, il n'y avait pas cette... si on veut, toute cette architecture-là, toute cette connaissance de la plante, des variétés. Puis, il a vu vraiment une opportunité de débuter une entreprise qui se spécialiserait justement dans l'implantation des pratiques de production via la culture tissulaire, qui est faite justement dans les différentes cultures à travers la planète. Et également, sa connaissance du pharmaceutique, de vraiment se spécialiser au niveau de l'extraction, donc des extraits, puis leurs bénéfices naturellement, autant au niveau mieux-être, médicinal qu'éventuellement médical. Donc, c'est vraiment ces deux pôles qu'on est capable de faire chez Exca, puis je te dirais même lors de notre fondation, Alexandre, que notre plan d'affaires était aussi beaucoup plus vaste parce qu'on a acquis un grand terrain de golf à Mirabel qui s'appelait autrefois le Victorien. Donc, on a vraiment un emplacement idéal pour même faire éventuellement de la culture extérieure. On a 10 serres hybrides, dont 4 sont en fonction présentement, mais on a une grande capacité de culture aussi qui est éventuellement à exploiter, soit pour la propagation ou peut-être pour la recherche, le développement ou même pour la floraison. Là, on est toujours à évaluer nos options. On a un laboratoire d'extraction, de transformation au standard JMP, qui est le standard pharmaceutique pour vraiment offrir des produits sécuritaires, puis qui sont fabriqués avec les meilleures normes. Et on a aussi une librairie de génétique, probablement la plus vaste librairie là, au Canada, c'est pas au monde,
On a plus de 250 génétiques entreposées en culture tissulaire pour justement des producteurs autorisés québécois. C'est quoi la culture tissulaire? J'ai lu un peu là-dessus, là, mais on dirait j'étais comme comment que ça s'applique au cannabis, comment que tu peux faire. Fait qu'est-ce que tu peux, mettons que je suis quelqu'un qui connaît pas ça, là, ça fait quoi dans la vie la culture tissulaire? C'est quoi l'avantage? Ben, l'avantage, c'est qu'on garde des variétés dans des milieux aseptisés. Donc, là, si les gens là, peuvent aller taper sur Google, même voir sur notre site web. Donc, on parle vraiment de fioles dans des substrats, là, donc dans des petits gels, où les variétés de cannabis sont à l'abri des maladies, où ils peuvent aussi être entretenus à perpétuité. Puis, ce qui est intéressant au niveau de la culture tissulaire, c'est ce qu'on appelle la micropropagation, où dans le fond, là, dans des environnements, là, c'est des hôtes pharmaceutiques, c'est vraiment des environnements comme lorsqu'on manipule des médicaments, où on procède à la micropropagation. Fait qu'on coupe cette petite plante-là, justement, pour la faire repousser dans d'autres substrats. Donc, on est en mesure de propager in vitro, donc dans vraiment un environnement aseptisé, des variétés. Puis, on peut garder des inventaires, là, comme nous, quand les gens entreposent leur génétique, qui sont des actifs très précieux. On garde là, environ là, une vingtaine d'unités ou de répliques de leur génétique. Mais on peut aussi garder des inventaires de plusieurs centaines. Puis, généralement, c'est des quantités qui se triplent ou se quadruplent aux 3 semaines. Donc, si on a un inventaire, disons, de 200, on peut les appeler des clones, là, mais nous, on les appelle des stages 1 ou des stages 2. On peut ensuite les remultiplier par 3, donc on aurait 600, puis au bout, disons, de 6 semaines, on pourrait en avoir 1800, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la culture tissulaire, puis si on regarde des cultures comme la tomate, dans les années 70, ça a pris 2 ans, puis ils sont passés là, d'un mode artisanal à un mode de propagation par culture tissulaire. Donc, nous, on fait le pari, puis là, je fais pas de blague avec mon fondateur Maxime Paris, mais on fait le pari qu'éventuellement, la culture tissulaire va devenir le mode de propagation de choix. Puis, c'est un mode aussi qui est beaucoup plus... qui garantit beaucoup moins de risques par rapport aux maladies, par rapport aux virus. On sait que l'industrie là, va peut-être être amenée à faire face là, à ces enjeux-là. Puis nous, on veut être, dans le fond, un partenaire là, des producteurs autorisés pour justement s'y protéger. Puis dans le fond, est-ce que, tu me diras là, si je me tire dans le pied, là, mais est-ce que aussi ça assure une certaine constance du produit vu que tu le fais de cette façon-là? OK. Absolument. Donc, quand on regarde, disons, la propagation traditionnelle du cannabis par plante-mère, ben, c'est certain qu'à chaque fois qu'on repropage des nourrissons là, de la plante-mère, ben, il y a un bagage génétique qui est transmis. Puis, la plante-mère comme telle, ben, elle est constamment attaquée par des virus, par des pestes, tout ça. Puis, la culture tissulaire fait en sorte que lorsqu'on livre un clone ou une plante-mère, parce qu'on peut aussi livrer des plantes-mères, il n'y a aucun souci, c'est sûr que cette plante-là a des caractéristiques initiales de la génétique. Okay. Donc, on sait que certains PA ou producteurs autorisés vont se plaindre de la dérive un petit peu des fois, là, mon THC pas aussi haut, les terpènes sont plus... Donc ça, la culture tissulaire permet de se protéger contre ces... Vraiment cool. Puis dans le fond, vous, une autre question que j'avais là, par rapport à tout, tu me parlais que tu entreposais des génétiques, que tu avais plusieurs génétiques différentes que tu pouvais avoir. Est-ce que tu sais, je pense qu'au Canada, comme il y a juste certaines personnes qui peuvent vendre des strains ou de dire comment qu'ils nous... Fait que dans le fond, est-ce que vous avez cette licence-là de pouvoir dire n'importe quel producteur peut venir à toi et dire ben nous, on peut fournir tel strain, ou c'est vraiment réservé pour Exca? Non, absolument. Donc nous, vraiment, le modèle, on veut être un peu sans dire un backup, là, mais peut-être une police d'assurance, voyez-vous. On sait que je pense que les producteurs autorisés gardent avec raison, là, jalousement la propriété intellectuelle de leur génétique, mais nous, on est un petit peu comme une banque. Okay. Donc, quand on prête notre argent ou on donne nos informations personnelles à la banque, ben, le travail de la banque, c'est de garder ces informations-là confidentielles. Fait que nous, c'est comme ça qu'on fait pour les génétiques de nos clients. Okay. Donc, ils amènent les génétiques chez nous. Donc, on les nettoie. Donc, on les débarrasse de tout virus. On a 85% de succès en nettoyage de virus, y compris le HLVD,
le virus latent du houblon. OK. Puis bon, tous les autres virus aussi là, que les producteurs là, sont confrontés. Donc, on nettoie la génétique, on la met au niveau de la culture tissulaire, puis ensuite, on peut la propager à façon. Donc, on peut littéralement devenir un service de plantes-mères à distance. Puis, on sait que les producteurs autorisés sont aux prises avec des enjeux de main-d'œuvre. Hein. Tout le monde l'est aujourd'hui. On sait que le marché, le prix au gramme descend d'année en année. Il est passé en 2021 de 1,80 à 1,6 en moyenne, selon le Canadian Cannabis Exchange. Alors, on sait qu'il y a une pression à la baisse des prix. Donc, nous, de fournir un service de propagation qui peut être, mis à l'externe avec nous, on pense que c'est une proposition d'affaires qui va plaire à beaucoup de producteurs. Ça plaît à beaucoup de producteurs. Dans le fond, est-ce que l'accent de ta compagnie en ce moment, est-ce qu'elle est plus axée sur de faire des nouveaux produits ou d'aider les producteurs à faire ce genre? C'est quoi le pourcentage en ce moment de chacune des parties du marché? Donc, on a 2 unités d'affaires principales. Donc, celle dont je parle qui fait affaire à la culture cellulaire, c'est Exca Génétique. Donc, Exca Génétique, on a une offre de service qui est beaucoup plus limitée. Donc, justement, on offre l'entreposage et le nettoyage de génétique du cannabis. Puis, on offre des services de propagation pour les génétiques des clients ou nos propres génétiques à nous. Parce qu'il y a plusieurs producteurs qui n'ont pas, qui n'ont peut-être pas des génétiques à leur disposition qui leur permettraient d'être compétitifs sur le marché. Tu sais, j'ai un producteur il y a plusieurs mois qui disait j'ai ma super génétique, est à 23% de THC, puis écoute, on oublie ça, là, 23% de THC, là, on part de loin sur le marché de la revente. Donc oui, on a un catalogue plus complet qu'on offre aussi. C'est souvent des micros, mais il y a beaucoup d'LP aussi de grande taille qui vont faire des tests avec nous, puis ils vont essayer. Par exemple, on a une génétique qui s'appelle Black Mountain Side, qui a été commercialisée, je pense, là, sous certains produits délices, que nous, on commercialise nous-mêmes en Alberta sous la marque Happy Hour. C'est un beau nom de produit. Puis, cette génétique-là atteint très fréquemment là, les 30% et plus de THC et 3 à 5% de terpènes. Donc, on offre cette génétique-là. On a offert le Blue Iguana aussi précédemment, là, que peut-être les auditeurs se souviennent, qui avait aussi des très hauts pourcentages de THC. Je pense que le Blue Iguana est présentement là, disponible via un autre producteur autorisé. Donc, nous, on a vraiment sous Exca Génétique des services simples. Puis récemment, on a aussi eu un contrat de l'entreprise Canopy pour piloter leur programme de plant breeding, donc de génétique de la plante, où là, on a les centaines de variétés qu'on teste pour eux, où on détermine les meilleures, puis ensuite, on fait des croisements, et ainsi de suite. Donc, vraiment, au niveau génétique, on veut offrir vraiment des services d'accompagnement pour aider les producteurs autorisés à vraiment optimiser puis sécuriser là, leurs actifs vivants. Là. Puis si on parle un peu de votre stratégie par rapport à la SQDC en ce moment, oui. C'est certain que, comme j'ai dit au début, là, ça a commencé avec des huiles, plus des trucs de transformation. Est-ce que cette stratégie-là a été payante au point que vous voulez continuer à faire ça puis que vous souhaitez aller plus dans cet angle-là, ou est-ce que vous voulez peut-être explorer un petit peu plus les fleurs ou le hashish ou les trucs comme ça? J'étais un peu curieux. Oui, c'est une bonne question, Alexandre. J'ai pas répondu à ta question non plus, à savoir c'est quoi le pourcentage des deux business, dans le fond. Donc, présentement, Exca Génétique, je te dirais, c'est encore un peu c'est donc la génétique de la culture tissulaire dans le cannabis, étant donné que les producteurs souvent viennent de donc qu'on appelle du marché d'héritage, je ne sais pas comment on traduit, legacy market. Le legacy market. Donc, il y a quand même un peu d'éducation de notre part, puis on le fait de plus en plus. On voit qu'il y a plusieurs gros joueurs qui s'en vont vers ça. C'est environ là, le 5e de nos revenus, là, le Exca Génétique. Okay. Puis 80% de nos revenus viennent des produits finis. Okay. Puis comme tu dis, l'idée, disons, de la transformation initialement, donc on a des capacités d'extraction puis de transformation très importantes. Là, on était
construit à la base pour pouvoir extraire plus de 150 tonnes de cannabis par année. Wow. C'est pas ce qu'on fait présentement parce qu'il n'y a pas la demande pour en distillat puis en produit fini, mais peut-être ça sera un jour. Donc on a des belles capacités pour transformer le cannabis. Puis moi-même puis plusieurs des membres de notre équipe, on vient du domaine pharmaceutique. Donc moi j'ai œuvré là, pendant plus de 17 ans pour une grande société pharmaceutique allemande, comme représentant des ventes, comme chef de district, comme lead marketing. Puis, ça nous donne une perspective d'utilisation de la plante vraiment pour des applications mieux-être. Donc, chez nous, Exca, où la science, c'est vraiment vers la science, autant la science de la plante que la science des produits transformés, où on essaie un peu d'amener cette science-là, un petit peu comme si c'était de la magie. C'est un peu la magie de la science, dans le fond, où par la transformation, on a des huiles ou des atomiseurs de CBD, de THC, puis on va commencer aussi à extraire des cannabinoïdes mineurs, parce qu'on sait qu'ils sont très, très prometteurs, puis qu'il y a un marché là-dessus. Mais tu sais, je regarde un extraordinaire outil comme Weedcrawler, puis au niveau des ventes de SQDC, les huiles, les atomiseurs, ça correspond à peut-être 2 à 3% du marché versus les fleurs séchées qui sont près de 60%, les pré-roulés et les hashish. Donc, ces trois catégories-là ensemble, ça correspond à 90% des ventes de la SQDC, là, comme tu sais bien, Alexandre. Donc, nous, c'est sûr qu'on est très fiers comme entreprise québécoise d'être l'entreprise basée au Québec qui vend le plus d'huile et d'atomiseurs à la SQDC. On en est très fiers, on veut que ça continue. On a lancé des nouvelles concentrations récemment qui, je pense, vont justement desservir ce créneau, ce segment-là, qui désire consommer du cannabis sans combustion. On sait que si on regarde du niveau du Canada anglais, on a d'autres gammes de produits qu'on offre sans combustion, comme les vapes, ou même des huiles à très très forte concentration de THC. Puis on parlera du Canada anglais là, tout à l'heure. En long et en large, si tu veux, mais au niveau de la SQDC, donc, comme fournisseur québécois, puis des fournisseurs de SQDC, il n'y en a pas tant, il y en a environ une cinquantaine. Donc, c'est un peu un incontournable de devoir quand même soumissionner pour des produits de fleurs. Présentement, on a des fleurs de CBD, on a des fleurs hybrides, on a des pré-roulés, on a des hashish extraordinaires. C'est sûr que dans un monde idéal, Exca, on aimerait bien se concentrer sur des produits de transformation parce que c'est là où vraiment on a notre expertise dans la transformation. Mais on sait qu'on collabore beaucoup avec des plus petits producteurs qui n'ont pas accès au marché de la SQDC. Puis nous, comme producteurs autorisés, on essaie de plus en plus d'être en partenariat avec ces producteurs-là pour racheter justement leurs différents lots et ensuite les rendre disponibles à la SQDC. Mais je vous dirais que la recherche de bonnes variétés, de bons produits est parfois ardue pour nous qui ne sommes pas des experts de floraison, mais le marché exige un peu qu'on doive quand même être présent dans ce type de produit-là. Puis je pense que, comme tu as mentionné, initialement, on a commencé à vendre des fleurs séchées en septembre 2022 à la SQDC. Puis là, dans ce planogramme présent, là, on en a un de nos produits qui a été lancé en plein planogramme, qui est le skunk numéro 1. Puis je pense que les consommateurs vont être agréablement surpris de la qualité de ce produit-là. Puis au niveau des hashish, on commence vraiment à se construire une belle réputation où on a là, 2 produits de notre gamme Hashtag au Québec, le classique et le Harmonie, qui quand même là, sont des très très beaux produits qui reprennent un peu là, la tradition des haches malléables de la belle époque. Là. Puis la belle époque, ça veut dire là, différents temps pour différents clients, mais c'est des haches qui sont très malléables, qui sont très odorants, qui ont un petit je ne sais quoi, qui reprennent aussi qu'on a amené ces hachets au Canada anglais et disaient ça c'est du hache de Montréal. Oui, c'est ça. J'ai une question par rapport surtout aux haches parce que ça a toujours piqué. Tu sais, pour la situation du Québec, là, on s'entend que certaines contraintes
qu'on n'a pas le choix de dealer avec, là. Est-ce que ça a été un gros défi pour Exca de faire un produit malléable, un produit qui rappelle l'antan, mais avec cette limitation, tu sais, de 30%, comme on le sait, qui changera pas tout de suite, là, ça change un jour. Ça a été quoi le genre de développement qu'il a fallu avoir à l'interne pour dire, OK, on a ces balises-là, on veut quand même fournir un produit de qualité aux Québécois. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on s'y prend? Est-ce qu'il y a eu des techniques particulières ou une stratégie de votre côté qui a été élaborée pour ça? C'est une très, très bonne question, Alexandre. Puis, tu sais, je pense aussi, si on regarde un peu le hash, qui est un produit de transformation, tu sais, moi, je fais souvent un peu le parallèle avec la bière. Ouais. Tu sais, avec la bière, on a de la bière, disons, de la bière craft. Hein? Ouais. Tu sais, on peut avoir de la IPA à 6 $ la canette ou de la bière à 8 %, tout ça. Fait que, tu sais, au niveau des haches, disons, les haches très traditionnelles, ce serait un peu ce type de bière-là. Des bières, disons, plus fortes, plus traditionnelles, mais c'est pas un produit qu'on va consommer comme de la Coors Light ou de la Heineken ou de la Stella. Puis le consommateur, présentement, on sait que le volume de vente est dans un produit une expérience de hache, de consommation, à meilleur prix. Donc, c'est avec vraiment ces éléments-là en tête. Puis, on sait que pour être en dessous de la barre du 30 %, je serais très surpris qu'il n'y ait pas un producteur qui n'a pas justement recours à des techniques de fabrication, disons, plus modernes. Ouais. Pour en arriver à ces concentrations-là. Donc, c'est sûr que si on regarde, nous, notre formulation classique, ben, il y a un peu de CBD dedans aussi. Ouais. Fait que le CBD avec le THC permet d'atténuer là, les teneurs. Puis, dans notre équipe de développement de produits, on a deux ingénieurs là, extraordinaires qui sont Samuel Bilodeau, notre directeur d'assurance qualité, puis Frédéric Galland, notre gestionnaire en développement de produits innovation, qui est un ingénieur chimiste. Donc, c'est eux qui ont fait tout le design de notre laboratoire d'extraction, puis qui ont justement mis en production la recette secrète du hashtag. Mais tu sais, moi, je fais un peu la blague. Là. C'est un peu comme, ça peut être de la bière ou du jus d'orange. Tu sais, ça peut être du jus d'orange pressé maison ou du Tropicana ou du jus Oasis. Nous, notre hash, c'est plus un Tropicana ou un Oasis, où on a plus un mode de fabrication plus industriel. Mais on a un hash qui est très constant, sans résidus, avec une expérience qui est constante. On a aussi introduit un nouvel emballage avec notre hashtag Harmonie récemment, qui va chercher les 29 % de THC puis les 24 % de CBD avec des variétés sativa comme Ghost Strain Haze, Dark Shadow Haze. On s'en avec le Sage and Sour aussi. Donc, on essaie d'amener des variétés nouvelles, puis avec cette expérience-là là, qui est très constante. Puis est-ce que, là je te pose une question parce que j'ai aucune idée comment que ça se fait. Là. J'ai déjà vu un peu du hash dans le bon vieux temps, là, mais industrialisé, j'ai jamais vu le parcours. Je me suis toujours demandé, tu sais, quand on regarde les huiles ou on regarde des extraits des vapes ou des trucs comme ça semble assez facile de normaliser ou stabiliser le taux de THC, dire ok, on le fait d'une façon industrielle, on arrive toujours avec le même produit à la fin. Mais pour le hash, j'ai toujours vu qu'il y avait un petit peu plus de swing des fois dans les taux. Est-ce que vous autres, ça a été un défi que de cette façon d'un peu de dire ok, on va essayer de stabiliser le plus possible, puis pas aller en haut des 30 % évidemment, mais de rester autour. Est-ce que vous avez réussi à manier cette façon de faire là pour arriver à un produit qui va être un peu plus constant dans le taux de THC? Je pense qu'on le réussit assez bien. C'est sûr que tout dépend aussi de la biomasse de départ. Okay. Donc, c'est sûr que nous, on utilise beaucoup de la trim. Okay. Donc, on fait affaire avec beaucoup des producteurs québécois, notamment pour le Dark Shadow Haze, ou si on s'en vient avec la variété que je t'ai nommée tout à l'heure, Black Mountain Side, ça va être la variété dans le hashtag classique prochainement. Donc, tout dépend beaucoup de la teneur initiale de la biomasse. Ensuite, nous, on produit un kief avec ça. Donc, ce kief-là aussi va avoir un certain pourcentage. Puis c'est à ce niveau-là qu'on est capable là, de bien formuler nos produits hashtag. Puis, règle générale, on réussit à s'approcher là, du 29. On ne veut pas naturellement être au-delà du 30. Puis, on a un hash qu'on a récemment lancé en Ontario. Là, je ne sais pas si les gens le voient derrière, le hashtag Premium. Le hashtag Premium, on est à 42 % de THC pour un 2 grammes. Puis,
Fait que c'est tous ces éléments-là là, qui font en sorte aussi, puis du hashtag, on vend un 3.5 en Alberta, donc il y a plein de différentes là, formulations de base où il ne faut pas être pour l'Alberta plus haut que 28.5 parce qu'en 3.5, on sort des normes. Là, donc oui, c'est beaucoup la biomasse de départ, l'expérience d'équipe. Puis même là, le nouveau qu'on a fait, là, le hashtag Harmonie avec beaucoup de CBD, où on essaie de se rapprocher là, des haches équilibrées qui sont les plus prisées par les consommateurs. Puis on aime beaucoup ce produit-là. J'invite les gens à l'essayer, puis peut-être nous faire une review, là, une revue sur un des nombreux sites que les amateurs privilégient. Mais on met beaucoup l'emphase sur la qualité, la rigueur de nos processus, puis aussi la sécurité. Là. Étant un vendeur d'huile, c'est sûr que le consommateur d'huile, de tamiseur, c'est un consommateur différent que le consommateur de hache. Quoique nous, on ne discrimine pas, ils peuvent consommer tous nos produits. Mais on met beaucoup l'emphase sur la qualité, sur la sécurité des produits, sur la propreté des installations, la rigueur de nos processus. C'est des choses dont on est très fiers. Puis, super. Puis si on va un peu, tu sais, tantôt on a dit qu'on parlerait du marché canadien. Là, je pense que j'ai un peu une question parce que moi je connais assez bien, comme tu le sais, la SQDC. Je suis assez à l'aise avec le fonctionnement. Là. Merci à tous les producteurs qui me refilent des fois des petits tuyaux pour savoir comment ça fonctionne. Mais d'un point de vue, tu sais, mettons qu'on regarde l'Ontario ou l'Alberta, là, qu'on a parlé tantôt. Je sais qu'au Québec, par exemple, il y a le concept de planogramme, il y a le concept de OK, c'est ce qu'on veut. Est-ce que dans les autres provinces, ça marche d'une façon similaire ou c'est complètement différent comme approche pour un producteur qui voudrait aller explorer ces autres marchés-là? C'est des excellentes questions. Puis nous, on a, depuis l'année dernière, on a fait notre première... on a été approuvé en Alberta, donc c'est le premier marché là, hors du Québec où on a été approuvé. Ensuite, on a été approuvé en Saskatchewan, ensuite en Ontario. Puis là, on travaille activement à pouvoir être autorisé dans d'autres provinces, mais chaque province a un processus semblable mais différent. Donc, on a le principe, un peu comme la SQDC, d'opérateur, grossiste, distributeur. Donc, si on regarde par exemple l'Ontario, donc l'Ontario ont 4 périodes de soumission de produits, puis l'Ontario vont émettre, si les gens sont curieux sur OCS, en fait non, c'est pas OCS.ca, c'est Doing Business with OCS, je pense que c'est .com ou .ca. Donc, eux publient, puis il y en a un appel d'offres pour lequel on va soumettre ce vendredi. À l'OCS, donc eux soumettent vraiment leurs besoins. Donc ça peut être des quantités de fleurs, des types de vape, des types de prêt-à-manger. Puis à ce moment-là, nous, on fait nos soumissions. Puis, par exemple, là, on soumet pour le lancement d'automne. Donc c'est un lancement qui va avoir lieu en octobre et novembre en Ontario. Donc là, on soumet des idées là-dessus. Puis, qu'est-ce qu'il faut aussi, sans mettre en garde, mais informer, disons, les producteurs autorisés qui voudraient aller dans ces marchés-là, c'est que puisqu'on est un producteur hors province, un peu comme au Québec, hein, quand les gens de l'extérieur du Québec veulent faire affaire à la SQDC, disons, la barre est beaucoup plus haute, la barre est beaucoup plus élevée. T'sais, nous, on fait affaire à des producteurs ontariens, puis ben oui, je suis allé au CS tout de suite. Nous autres, ça nous a pris 4 fois, là, tu sais. Donc, il faut, moi, ma recommandation, disons, pour l'Ontario, c'est d'essayer d'arriver avec des produits le plus innovateurs possible. Nous, le premier produit en Ontario, ça a été les fameux cigares avec les King Palm, là, le XK Lounge. Donc, c'est le produit qui nous a ouvert la porte en Ontario. Puis, ce produit-là, étant donné que ça n'existait pas, ben, ils ont dit, OK, ben, on vous donne la chance de maintenant faire affaire en Ontario. Puis, depuis ce temps-là, on a eu 5 produits additionnels, du hash, des vapes. Mais, par exemple, notre produit de vape, c'était le premier produit de vape avec 4 vapes dans l'emballage qui est le XK Lift. Puis c'est 4 vapes avec des saveurs de cocktails comme Mojito, Strawberry Daiquiri, Tequila Sunrise et Long Island Iced Tea. Donc, il faut être... Moi, ma recommandation, c'est d'être de prendre des risques, d'être innovateur pour l'Ontario. Pour l'Alberta, c'est un peu différent. L'Alberta,
demande d'être un fournisseur approuvé. Puis c'est un processus qui prend quand même beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'autorisation de sécurité. Donc il y a plusieurs enquêtes qui se font au niveau des dirigeants. Puis c'est des processus dans notre cas, ça nous a pris 6 à 8 mois pour avoir même la permission de faire une première soumission. Puis il faut comprendre que l'Alberta et l'Ontario, donc c'est les deux, et la Colombie-Britannique, c'est les 3 principaux marchés. Puis avec le Québec, ces 4 marchés-là, ça constitue 85% des ventes de cannabis au Canada. Puis en Alberta, je pense qu'il y a au-dessus de 2000 produits disponibles. Il y a au-dessus de 200 producteurs autorisés. En Ontario, avec le lancement d'été, ça va être 4000 produits. Donc, c'est vraiment, je parlais un détaillant d'Ontario ce week-end où on était à Toronto pour un événement. Puis il y a 800 pré-roulés. Il y a 800 SKU produits pré-roulés en Ontario. Donc, c'est une offre qui dépasse largement la demande dans l'offre de produits. Donc, ma recommandation aux producteurs autorisés qui veulent se lancer sur ces marchés-là, ayez une bonne équipe d'assurance qualité pour que les dossiers soient les plus complets possibles. Puis, essayez avec votre équipe de développement aussi de proposer des produits, surtout pour l'entrée dans ces marchés-là, qui sont les plus innovateurs possibles. Une fois que l'entrée est faite, ensuite, ils sont beaucoup plus ouverts à autoriser des produits plus généraux, c'est ça. J'avais mainstream, là, mais des fleurs séchées, comme en Alberta, on a 3 produits de fleurs séchées maintenant. On a 2 produits de pré-roulés, on a 4 produits de vape. On a un hash, on pensait peut-être avoir un deuxième hash, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc oui, puis quand on regarde ces marchés-là, c'est une approche de commercialisation qui est très différente du Québec. On sait que la SQDC demande à ses fournisseurs exige des normes très strictes, puis nous, je pense qu'on est un producteur là, qui veut demeurer dans l'esprit de ces normes et de ces règles-là, alors que dans les provinces hors Québec, c'est totalement différent. Là. Comme vous voyez derrière moi, j'ai quelques exemples là, de matériel promotionnel où on peut aller en boutique, on a des bannières géantes, on a tout plein d'artifices promotionnels qu'on peut avoir pour rendre l'expérience client en boutique très différente. Puis nous, on a quand même une petite équipe, mais une équipe très agile, là, où on a Karine Dupuis, notre designer, puis notre experte en image puis en branding, puis Luc Prévost, que peut-être plusieurs des auditeurs connaissent comme l'artisan derrière Bon Stock et Top Pod. Donc Luc, c'est aussi notre gestionnaire marketing communication maintenant. Puis on essaie le mieux possible de valoriser nos marques, nos produits, d'informer ensuite les bartenders, de leur faire essayer le produit, parce qu'on peut maintenant en Alberta et Ontario échantillonner nos produits, ce qui n'est pas le cas au Québec. Puis il y a aussi toute la dynamique des grands acheteurs aussi, là, parce que quand on parle d'empires comme par exemple Canna Cabana, Shiny Bud, Sessions, Fire and Flower, des très très grandes chaînes, puis en Alberta, là, il y a différents noms, là, que peut-être les auditeurs sont moins familiers. Donc ces grandes chaînes-là vont souvent acheter probablement 80 à 90% là, des produits offerts via peut-être une petite équipe là, très d'acheteurs ou qu'on appelle d'acheteurs-chefs, de head buyer. Puis à ce moment-là, nous, les PA, on peut nous-mêmes interagir avec ces acheteurs principaux-là. Puis il y a aussi plusieurs agences de vente qui offrent des services de représentation aux producteurs autorisés. Donc nous, on fait affaire avec l'agence de vente Route One, qui est établie en Alberta, puis eux nous donnent un très très bon coup de main dans l'Ouest canadien. Ils sont établis en Ontario aussi. Peut-être des producteurs québécois sont connaissants de Velvet aussi, oui. Ou Hybrid. Donc à ce moment-là aussi, pour les PA, c'est de décider est-ce que j'y vais avec une équipe commerciale interne, où on fait affaire avec ces différentes agences-là qui, eux, généralement, vont offrir des forfaits à commission. Oui. C'est eux qui vont, ils vont aller sur la route pour toi, right? C'est genre de... Ils vont aller sur la route, ils vont faire des représentations, mais on s'aperçoit de plus en plus que le modèle sur la route est peut-être
il est adapté à certains types de détaillants, surtout les détaillants indépendants. Donc, les boutiques qui sont, disons, détenues par un seul propriétaire ou un seul propriétaire qui détient 2 boutiques, il semble avoir une meilleure réception à la visite des représentants versus les grandes chaînes où, littéralement, là, les bartenders, là, quand les représentants rentrent, ils disent, écoute, c'est pas moi qui décide. Ils n'ont qu'un pouvoir d'achat. C'est un tel à Toronto qu'un pouvoir d'achat. Fait qu'il faut bien aussi, comme producteur autorisé, déterminer le type de stratégie qu'on va avoir pour parler aux bonnes personnes. Puis ça, on a appris, là, nous, à l'importance de parler aux bonnes personnes. Parce que même si, disons, l'OCS ou l'AGLC décide de distribuer notre produit, ben, il faut quand même faut que ça soit commandé par les boutiques. Puis ça, c'est une autre étape additionnelle là, que je recommande à beaucoup de producteurs autorisés de bien exécuter dans leur plan d'affaires. Ouais, c'est très différent du Québec quand on y pense, parce que le Québec, c'est un peu tu n'as pas de contrôle où ton produit se retrouve. C'est la SQDC qui va décider comment il fait la distribution. Tandis qu'en Ontario, je pense au Québec, on est rendu à quoi, 98 ou 99 magasins, là, on approche le 100. Tandis qu'en Ontario, comme tu le sais, je pense que c'est 1700, 1800, c'est quand même 1600, un chiffre énorme. Je la ferme à chaque semaine aussi, là, pour que les auditeurs sachent que... Il y a l'achat, des fois, moi je vois souvent, ils se font racheter, ils se font changer de nom, il y a beaucoup de... Ça bouge beaucoup en ce moment, là. Fait que j'imagine que c'est un gros défi pour votre côté, des fois, de juste tenir vos livres à jour, des bonnes personnes à contacter, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça. Non, effectivement, c'est une grande importance à ce niveau-là. Puis ce qu'on remarque aussi de plus en plus, donc on a les grandes chaînes de détaillants, puis on a les indépendants aussi. Les indépendants ont commencé certains mouvements de regroupement pour pouvoir parler d'une seule voix aux producteurs. Donc ça les aide beaucoup. Là. Il y a un regroupement qui s'appelle le IRCC, le Independent Retail, je pense que c'est Council of Canada. Là. J'ai la carte ici. Oui, je l'ai vu passer aussi. Le IRCC, ouais, c'est ça, Retail Cannabis Collective. Bon. Okay. Ouais. Puis eux, le IRCC, donc, représentent d'une seule voix les détaillants indépendants auprès des producteurs autorisés. Puis peut-être ça nous amène à un sujet de conversation. Là. Je ne sais pas si tes auditeurs sont familiers avec les ententes de données qui sont permises dans le Canada anglais. Oui, en fait, dépendamment comment on prend le sujet, là, ça peut être appuyé sur des yeux ou pas, mais je me demandais plus si on ouvre la porte à ce genre de conversation-là, comment... Tu sais, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats dans l'industrie par rapport à ce concept-là de vendre des données, de pouvoir un peu... tu sais, il y a des gens qui appelaient ça un peu du pay-to-play ou comme des trucs comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de détaillants qui le font pour vrai, sans avoir de pay-to-play. Ils vont juste vendre les données pour que tu aies une meilleure... que tu comprennes mieux leur marché. Mais ça a été quoi de votre côté, là, quand vous avez, mettons, vous dites, OK, on part du Québec, on va vers le reste du Canada, il y a ce concept-là qui existe. Comment qu'on prend la bête pour voir qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bonnes données, c'est quoi les mauvaises? Comment vous avez pris un peu ce défi-là pour bien vous positionner puis vous permettre de vous en servir comme levier, non pas comme on pousse notre produit pour qu'il aille absolument sur les tablettes, puis c'est tout, là? Absolument. C'est une très, très bonne question. Donc, pour les auditeurs, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, les ententes de données, donc les détaillants ont la permission là, de leurs différentes autorités, comme en Ontario, c'est l'AGCO, c'est le Alcohol, Gaming and Cannabis. Puis le O, c'est le... En tout cas, Ontario, probablement. Ontario, et voilà, merci. AGCO, merci beaucoup, Alexandre. Exact. Donc, l'AGCO, donc c'est eux qui régissent ou donnent la permission aux détaillants justement d'utiliser leurs données de vente pour les rendre avec un coût disponible aux producteurs autorisés. Sous prétexte que les producteurs vont avoir une meilleure idée de la vélocité, des types de produits, des préférences des consommateurs. Donc ça, à la base, c'est ça. Maintenant, là où ça devient un peu gris, est-ce que le fait d'acheter ce type de données-là
va garantir un espace ou un traitement préférentiel. Donc, c'est là où ça devient très gris. Écoute, c'est certain que, comme beaucoup d'autres industries de détail, que ce soit l'alcool ou l'industrie alimentaire, là, c'est des pratiques qui ont cours. Ouais. Est-ce que c'est ardu parce que ces ententes-là peuvent aussi être très coûteuses pour les producteurs autorisés? Puis on voit dans les bilans financiers de plusieurs producteurs autorisés qui sont transigés publiquement le très, très important coût d'opération. Là. Puis ça, ces ententes-là vont dans le bilan, dans la portion coût d'opération du bilan de ces grands producteurs-là. Puis c'est certain que ça peut représenter des coûts importants quand on sait que les marges sont très étroites dans tout ce qui va dans le coût de revient ou le coût d'achat d'un produit du cannabis. Donc c'est certain que c'est une réalité. Ouais. Nous, comme producteurs autorisés, on veut établir des partenariats forts avec ces chaînes-là. C'est certain qu'on veut aussi connaître leurs consommateurs le plus possible. Ouais. Mais je dirais très candidement que c'est un incontournable présentement dans l'industrie. Est-ce que c'est quelque chose que les autorités vont continuer de permettre? C'est à suivre. C'est certain que l'OCS pourrait très bien nous fournir aux producteurs les données de vente parce qu'ils les ont. Là. Ouais. Ils ont les données achetées, ils ont les données de transaction. Mais ça demeure un débat très, très important. Il y a un mouvement qui s'appelle, je pense, c'est Cancel Payback, qui a été mis de l'avant par Owen Allerton, le propriétaire de Highland Cannabis en Ontario, qui est un type extrêmement articulé, je pense, qui va faire beaucoup de bien à l'industrie. Donc, c'est sûr, nous, comme producteurs, on aimerait davantage que la sélection de notre produit se fasse sur ses mérites, mais c'est certain que c'est une réalité qui est en cours dans l'Ontario, l'Alberta, plusieurs autres provinces. Puis peut-être pour terminer notre survol du Canada anglais, je vous parlerai de la Saskatchewan qui a un modèle très, très unique. Okay. Donc la Saskatchewan, c'est un modèle complètement ouvert. Okay. Donc l'accès au marché se fait assez simplement. Donc si vous êtes un détenteur de licence, que toute votre documentation, que vos procédures d'opération standard sont en ordre, le processus d'accès à la Saskatchewan est quand même là, via leur agence, c'est SLGA, Saskatchewan Liquor and Gaming, puis le A, ce serait Association. Association, ben oui, c'est ça. J'ai la misère avec mes acronymes ce matin. Puis j'ai été fonctionnaire, fait que je peux t'aider un peu avec les acronymes. Merci beaucoup, Alexandre. Puis dans le fond, une fois qu'on est autorisé de vente, ben il y a plusieurs façons qu'on peut le faire. On peut faire affaire des grossistes privés. Donc nous, on est associé avec Valiant en Saskatchewan, qui est le grossiste de High Tide, à qui appartient Canna-Cabana. Donc nous, on a une très belle relation avec le groupe High Tide. Mais il y a d'autres, il y a, je pense, 5 ou 6 grossistes. Il y a 130 magasins là, environ en Saskatchewan. Puis les producteurs autorisés peuvent aussi communiquer directement avec les magasins. Donc, on peut appeler, disons, je sais pas moi, Alexandre Cannabis, puis bonjour, aimeriez-vous avoir telle fleur à tel prix pré-roulé, je vous envoie mon catalogue. Tu n'as pas besoin de passer à travers une entité qui ferait la redistribution pour toi. Un peu. Exact. C'est la seule province où il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'est un modèle très intéressant. Nous, on a fait notre première livraison au mois de mars en Saskatchewan. On a 6 produits qui sont disponibles. Puis, tu sais, j'aimerais aussi peut-être informer les auditeurs. Au Canada anglais, ben, les catégories de produits aussi très populaires, ben, ça demande les fleurs séchées, les pré-roulés, les vapes. Les concentrés sont peut-être même un peu moins populaires qu'au Québec. Les edibles, les prêts à manger, ou récemment, on avait les losanges aussi. Donc, les edibles en grande... Est-ce que c'est quelque chose, en parlant des losanges, là, parce que j'ai vu hier que, je pense, c'est pas Aurora, mais il y a un LP qui va faire appel à cette décision-là, de justement de dire, écoute, on aimerait quand même faire des concentrés qui sont comestibles, de nous permettre d'aller un peu plus que le 10 mg ou que le 5 mg au Québec, là, dépendamment de quel produit, là. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse Exca, que vous gardez un peu alerte par rapport à ce concept-là, que vous aimeriez explorer advenant qu'il y ait une modification ou une acceptation de ça?
Ouais, effectivement. Donc, les losanges, ben, nous, on les considère un peu comme des edibles, là, parce que ça avait Oui, pas mal la oui. même forme. Oh, ouais, Mais ils se sont qualifiés comme un concentré là, pour. ouais, Puis bon, Santé Canada a statué. ouais. Maintenant, nous, on, on, on s'est mis à la table puis on a imaginé euh, un produit qui viendrait un peu répondre à la demande du marché, Ouais. mais qui correspondrait dans le fond à la réglementation. Puis on va lancer cet été en Ontario, puis probablement aussi là, sur les plateformes médicales au Québec, comme tu dis, Ouais. le XK Splash Citrus. OK. Donc, c'est le tout premier atomiseur qui va délivrer une teneur de 10 mg de THC par activation. OK, OK. Fait que donc, c'est un atomiseur qui va livrer une quantité de THC équivalente à un edible OK. ou un losange. Puis, notre première itération, donc la XK Splash Citrus, puis donc c'est un atomiseur avec un léger goût d'agrumes. Ouais. Les auditeurs le comprendront. Puis, ça va donner aux consommateurs 35 doses OK. pour un peu moins de 29 à 28,95. Oh, wow. Donc, OK. ça revient à presque 80 sous la dose de 10 mg. OK. Puis, dans le fond, ça va être, je pense, une belle offre aux consommateurs qui voulaient ou qui peut-être là, sont déçus hein, du retrait des losanges, mais qui Ouais. veulent consommer du cannabis, disons, tous les jours. C'est facilement portable. Puis nos atomiseurs aussi, là, peut-être les gens ne le savent pas, mais ils ont une base conique, ils ont une base concave. Fait que Donc, tu il n'y utilises a, tout le... y a pas de restant là, à la fin dans les atomiseurs là, qu'Exca vend. Là. Puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont une certaine popularité là, dans les différents marchés. Donc, on a un atomiseur 100 doses perdues avec 35 doses de THC à 28,95. Puis, on compte aussi offrir ce type de produit-là à la SQDC sans saveur. On ne peut pas offrir Ouais. un atomiseur avec saveur d'agrumes à la SQDC. Mais on espère qu'il y aura de l'ouverture. Puis, nous, on veut lancer vraiment une gamme d'atomiseurs à forte concentration, à saveur d'agrumes, de menthe. Puis là, ben, même j'invite les auditeurs à nous proposer des saveurs, là, soit sur nos différentes plateformes Exca sur les réseaux sociaux. Puis on espère que c'est des produits qui vont bien répondre au marché, puis qui vont continuer aussi à garder notre mission, là, qui est de, dans le fond, servir les consommateurs via la science. Ouais, non, c'est super. J'ai bien hâte de voir ce produit-là. C'est certainement que je pense que ça vient combler. Justement, tu sais, ça a été un peu, tu sais, tantôt on parlait d'amener des produits un peu différents. Je pense que les losanges, ces genres de produits-là, même s'ils étaient très proches de, tu sais, c'était un peu une entourloupe, là. Je pense que c'est mieux un peu tester ce que le marché pouvait offrir. Puis si justement on peut avoir des beaux produits comme les vôtres là, qui peuvent sortir, qui viennent répondre à ce besoin-là, tout en restant dans le cadre qui est imposé, je pense que c'est une bonne chose. Dans le fond, je sais qu'on arrive bientôt à notre temps. J'aimerais finir sur une note un peu revenir vers le Québec puis dire, dans ta tête, Dominique Laflamme, là, ça a été quoi les bons coups de Exca au Québec, puis aussi peut-être dans l'industrie générale du Québec, tu sais, des choses des fois que peut-être le consommateur ne se rend pas compte ou ça n'a pas été publié assez, tu sais, qu'il y a eu des bonnes choses qui sont arrivées au Québec. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête chez vous et ailleurs qui sont arrivées au Québec dans le fond? Oui, ben, je pense qu'on est... tu sais, je regarde le modèle du Canada anglais, puis tu sais, je pense qu'au modèle, au Québec, on a un très, très intéressant modèle hybride avec la SQDC. Nous, on est très, très privilégiés de faire affaire avec la SQDC, d'être un de leurs fournisseurs. Puis je pense que au fil des ans, comme consommateur québécois, la SQDC, en tout cas moi j'espère, va évoluer dans un modèle beaucoup plus similaire à la SAQ. Ouais. Puis je pense que ça va être une expérience client qui va être différente du Canada anglais, mais qui va garder l'identité québécoise tout en répondant à la mission hein, de ne pas encourager, pas encourager, mais en fait, de ne pas encourager seulement la consommation, mais en même temps de faire lutte au marché noir. Puis je pense que présentement, on a des opportunités de lutter contre le marché noir avec peut-être des catégories de produits qui sont offerts ailleurs au Canada, pas encore au Québec.
Donc, nous, on sera présent lorsque la SQDC voudra justement peut-être élargir le portfolio de produits offerts. Ben, nous, EXCA, on aura cette expertise-là. Puis, au niveau du Québec, ben, nous, on est très fiers de faire partie de l'industrie du cannabis. On est récemment membre aussi de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis, de la KIC. Puis moi, je peux dire aux auditeurs, puis à mes confrères et consoeurs de l'industrie, qu'on est une industrie pour rester, qu'EXCA veut faire du Québec un leader au pays et mondial de l'industrie du cannabis, avec nos connaissances et notre expertise au niveau de la génétique puis au niveau de la transformation. On veut faire partie de cette belle industrie-là qui emploie des milliers de Québécois, qui contribuent à l'économie, puis qui offre aussi des alternatives à peut-être d'autres modes de consommation récréative, peut-être moins sécuritaires pour la santé. C'est sûr que moi, j'ai œuvré dans la pharmaceutique, il n'y a jamais... on a toujours un peu un retour du balancier, mais je pense que les produits du cannabis, dans le cadre dans lequel ils sont employés présentement, offrent des belles opportunités au niveau récréatif, au niveau médicinal, au niveau mieux-être. Puis, nous, on continue là, d'accompagner la SQDC, les autorités provinciales, puis le fédéral aussi, dans l'élargissement d'utilisation des produits du cannabis de façon sécuritaire. Ouais. Bien sûr. Ben, je te remercie beaucoup pour ton temps, Dominique. Ça a été un réel plaisir de te parler pendant quasiment 50 minutes. Donc, on a jasé pas mal, on a bien fait ça. Ben, dans le fond, je vais laisser les auditeurs, encore une fois, Dominique Laflamme de chez EXCA. Vous pouvez voir leurs produits sur les tablettes de la SQDC, ailleurs au Canada si vous êtes en voyage. Donc, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan. Peut-être au BC ou dans d'autres provinces prochainement, on va voir. Merci pour ton temps, merci pour tes réponses qui ont été très élaborées. C'est toujours un plaisir de te parler, puis surtout d'avoir quelqu'un de l'Outaouais près de chez moi, représenter l'industrie. Puis merci encore. Au plaisir, Alexandre, puis bonne chance avec ton podcast. Ça nous fera plaisir d'y revenir pour peut-être parler d'autres sujets. Merci. Bye. Merci, à bientôt.